Bonjour tout le monde, est-ce que vous nous entendez bien? Bonjour. Oui, merci Alexandre, je vois ton pouce. Ok, 10h03, une quinzaine voilà, de participants. Je pense qu'il y a encore des personnes qui vont arriver. Je vais présenter un peu le cadre et le contexte. Voilà, ça va faire arriver peut-être tout le monde. Donc, pour ce matin, nous sommes sur la troisième journée de Vitam en ligne, dédiée cette matinée aux ESN, donc aux entreprises du secteur numérique. Alors, j'insiste dessus parce que je vois qu'il y a des gens connectés qui ne sont pas vraiment dans le cadre ESN. Après, il n'y a pas d'obligation à être je ne vérifie pas les contrats de travail ou vos missions hein, pour les entreprises du secteur numérique, mais sachez que pour la séance d'aujourd'hui, c'est bien de faire un tour sur différents sujets sur lesquels les ESN peuvent être interrogés, que ce soit en tant qu'intégrateur, cabinet d'audit et de conseil ou éditeur de logiciels, puisque c'est un petit peu les trois formes que prennent les ESN qui travaillent avec nous. Voilà, donc comme je disais, il n'y a pas d'obligation à être une ESN, mais nous allons parler plus spécifiquement aux ESN. Et donc pour nous, cette séance, c'était l'occasion de faire un point que j'ai pas eu l'occasion de le faire sur l'année 2024. On fait la plupart du temps une demi-journée ou une journée même parfois dédiée aux ESN pour faire le point sur les sujets qui vous intéressent. Là, j'ai pu noter, moi, quelques sujets sur lesquels quelques ESN étaient interrogés de temps en temps, voilà, de manière très large quand vous avez des clients qui viennent vers vous pour parler de Vitam VAS. Mais comme pour nous, l'idée ce matin, c'est qu'on n'est pas très nombreux, ça soit le plus interactif possible. Vraiment, je vous invite déjà à mettre dans la conversation si vous avez des questions que vous voulez voir abordées dans la matinée, puisque dans les 2 heures, on est assez large, je pense, nous, pour qu'on... Enfin voilà, on souhaite vraiment répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à les marquer dans la partie conversation ou dans l'onglet questions-réponses qui nous permettent aussi voilà, de faire le tour des sujets. Ça sera l'occasion voilà, de faire le point sur les sujets qui vous interrogent, pour lesquels vous ne trouvez pas de réponse dans ce qu'on peut vous proposer, ou pour lesquels vous avez du mal à répondre quand vous avez des clients, des prospects qui viennent vous voir et qui vous posent des questions sur Vitam. J'espère que ça vous convient. Tous les micros et caméras sont pour l'instant fermés, mais si à un moment on souhaite gagner en interactivité, je pourrais aussi les ouvrir si c'est nécessaire. Je suis accompagnée d'Emmanuel Laborde, Bonjour. directeur du programme Vitam, et donc moi-même directrice adjointe du programme Vitam. Bon, on va penser que ça vous va, où il n'y a rien qui apparaît de majeur dans la conversation. Vous pouvez aussi lever la main d'ailleurs, et je pourrais activer les micros si vous souhaitez intervenir pour lever la main. Donc, dans le support qu'on vous a proposé, je vais le parcourir si ça veut bien. Hop, elle n'est pas là. Donc, on le mettra à disposition et de toute façon, la séance sera aussi mise à disposition comme toutes les séances autour de Vitam en ligne. Donc là, le support se charge. Alors, avant de lancer les différents sujets, enfin vos questions, vos réactions, vos réponses, vos commentaires, un petit rappel peut-être sur ce qu'est actuellement le programme Vitam. Je te laisse le faire. Ouais. Ceux qui connaissent déjà seront pas surpris et éventuellement pour les gens qui rejoignent un petit peu la communauté, ça sera un rappel utile. Donc le programme Vitam, c'est bien au cœur un ensemble d'outils et une solution logicielle, mais avec le temps, le programme a continué à renforcer un certain nombre d'autres missions, notamment de chantier métier et donc de débroussaillage de questions métiers autour de l'archivage électronique, de transmission et donc d'acculturation
sur l'archivage électronique. Donc, c'est des missions qui sont importantes, qui nous mobilisent assez fortement et qui font du programme Vitam pas simplement un éditeur de logiciels, mais bien, je dirais, une organisation qui fait de la diffusion de bonnes pratiques aussi également autour de l'archivage électronique. C'est également opérer du service, ou des services, hein, on va dire, puisque au-delà de cette notion d'éditeur, il y a aussi rendre un service en ligne autour de Vitam Accessible hors service, mais pas que, également avec les plateformes d'environnement partenaire qui permettent à tout un chacun d'évaluer les outils. Et sur la partie édition logicielle, il y a certes Vitam et Vitam UI qui sont au cœur comme éléments de solution proposés pour l'archivage électronique, mais il y a aussi un ensemble d'autres outils satellites, on va dire, ou de sous-produits, comme on dit, qu'on release et qu'on distribue et qu'on maintient pour l'instant dans le temps. Donc, avec en particulier Recip et Pastis Standalone, on va dire, qui est en gros le module d'application profil documentaire de Vitam UI qui est disponible en mode indépendant, voilà, pour installation sur le poste de travail et qui permet d'éditer des profils d'archivage ou des profils d'unité archivistique voilà, de manière, je dirais, indépendante d'un mode service ou du mode intégré dans Vitam. Voilà, je ne vais pas en dire tellement plus. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur la partie programme Vitam. Non, je pense que voilà, si vous avez des questions de vos utilisateurs, ça permet, enfin nous, c'est maintenant la vision qu'on arrive assez facilement à synthétiser comme ça entre, voilà, en effet, des activités qui correspondent plus à une notion de programme, d'acculturation, de faire monter en compétence, ce que disait Emmanuel, la notion d'opérateur de service et en parallèle d'éditeurs d'outils qui sont maintenant plusieurs outils finalement qu'on propose et qu'on prend en charge. Voilà. Donc, je prends bien en note vos questions et dès qu'on peut, dès que ça s'y prête, on y répond. J'avais donc eu une question, alors de ce que je comprends des échanges qu'on peut avoir nous aussi avec les ESN, ça se clarifie beaucoup quand même cette notion de la différence entre VAS et Vitam, c'est-à-dire cette notion que le logiciel est utilisé on-premise par des organisations et puis peut être utilisé sur des fonctions, une offre mutualisée qui est vaste, mais qui correspond à d'autres offres mutualisées. Si on veut faire le parallèle, c'est ce que construit le CINES, Xeliance, mais finalement aussi la métropole de Nice-Côte d'Azur, ou là maintenant, encore plus récemment, Nantes Métropole, c'est-à-dire utiliser le même logiciel, mais dans un contexte mutualisé. Et nous, là, Vitam, on opère ce service VAS en offre mutualisée, comme d'autres peuvent le faire donc dans d'autres contextes, avec d'autres offres autour de ce service. Et donc, c'est bien l'association de Vitam Back Office, je dirais, historique, d'un front office et des infrastructures de stockage. Et si besoin, on reviendra dessus si vous avez des questions. Mais j'ai l'impression que c'est une question qui se pose de moins en moins pour vous et les clients avec lesquels vous êtes amenés à discuter. Sachez que pour Vitam, on pourra refaire le point sur les utilisateurs et sur les projets en cours. Vitam on-premise continue d'être utilisé, c'est-à-dire qu'on pourrait s'attendre à ce qu'avec une offre telle que VAS, on ait plus d'utilisateurs qui s'intéressent à Vitam on-premise, c'est-à-dire qui se sont déjà lancés, il n'y a plus de nouveaux utilisateurs de ce sujet-là. Enfin, de cette manière-là d'utiliser le logiciel Vitam, ce n'est pas le cas. On a toujours des nouveaux utilisateurs qui arrivent vers nous avec cette idée d'exploiter le logiciel, enfin d'exploiter leur propre plateforme avec leur logiciel. Et puis, je pense que plusieurs d'entre vous l'ont vu et peuvent l'utiliser et la récupérer, hein, évidemment. C'est cette notion de quelles sont les différences et les points communs entre un usage de Vitam on-premise et un usage et entrer dans la communauté Vitam accessible en service. Et on reviendra pour VAS. Je sais que vous avez parfois encore, évidemment, des questions sur les coûts. Il est prévu de revenir dessus. Voilà. Alors, sur Vitam, et justement un petit peu peut-être les projets en cours.
Vous avez listé, enfin ce qu'on a listé ici, ce sont toutes les plateformes en production avec Vitam. Et quand c'est vraiment la notion de une organisation qui opère cette plateforme en production. Donc on a évidemment VAS qui est opéré par le programme Vitam, et vous avez les autres plateformes en production. Alors, associée à VAS, c'est celle du ministère de la Justice, puisque les deux sont faits par la même équipe d'exploitation du côté du programme Vitam. C'est un jumeau, une mutualisation, un petit frère, une petite sœur, ou un grand frère, ou une grande sœur, tout ça est lié. Si vous avez des questions, d'ailleurs, n'hésitez pas. Les trois plateformes des trois ministères, je dirais, historiques, que sont les projets des Archives nationales, du ministère pardon, des Armées et de l'Europe et des Affaires étrangères. Et puis, vous avez les autres plateformes en production. Et j'ai encore oublié, il faut que je la mette à jour, excusez-moi, avant de la diffuser, celle de l'URSSAF. Pourtant, sur une autre diapo, je l'ai bien mis à jour. Voilà. Oui, merci Mathieu. Je l'ai fait hier pour un autre support et je ne l'ai pas mis là. L'URSSAF, en effet. La CNAM, l'entaille semble. Alors, j'y semble en production parce qu'on a très peu d'éléments sur cette plateforme en production. C'est que tout va bien. L'INPI, le CINES. Du côté collectivité territoriale, c'est donc la métropole de Nice-Côte d'Azur pour le compte de la ville, la métropole et le CCAS. Nantes Métropole pour le compte de 26 communes, et puis Xéliance. Et en parallèle de cette vision plateforme en production, on peut aussi avoir finalement celle des organisations qui ont des archives confiées à une plateforme Vitam. Alors, c'est une vision associée au club utilisateur, parce que si on prend la plateforme de Xéliance, et il y a du monde de Xéliance présent là ce matin, c'est, je crois, une soixantaine de clients sur les plateformes mutualisées basées sur Vitam. On peut retrouver par exemple là la Charente-Maritime qui est un projet basé sur Vitam, mais pour lequel c'est un produit de Xéliance derrière. On retrouve également l'agglomération Paris-Vallée de la Marne, enfin tous les utilisateurs de VAS qui sont aussi au club utilisateur. Donc vous voyez, c'est une vision beaucoup plus large de quels sont, enfin, d'où viennent les archives confiées à des plateformes opérées avec Vitam, enfin sur l'outil Vitam. Ça nous permet, nous, d'avoir un petit peu une idée du nombre d'organisations qui sont finalement à un moment ou à un autre liées à Vitam. Et c'est une centaine d'organisations actuellement qui ont des archives confiées à une plateforme basée sur Vitam. Voilà un petit peu cette vision. Emmanuel, tu voulais rajouter des choses peut-être? Non, c'est ça. C'est derrière les implémentations qui représentent l'investissement, un certain investissement et une certaine diffusion de l'usage du produit. En fait, c'est aujourd'hui comme l'aspect euh, plateforme mutualisée est quand même commence à être très répandu puisqu'il y a sur la quinzaine d'instances de Vitam, il y en a 5 qui sont des instances mutualisées. En fait, ça touche beaucoup plus d'organisations. Et c'est important pour nos sponsors stratégiques aussi d'avoir une vision de l'usage réel et de savoir que derrière la quinzaine d'implémentations, ce qui est déjà une réussite, hein, il y a plus de 100 organisations qui sont utilisatrices du produit, qui ont confié leurs archives à Vitam. C'est un élément important et ça montre aussi pour vous, ESN, la diversité en fait des accompagnements qui peuvent être nécessaires, puisque évidemment, accompagner une organisation qui installe on-prem versus accompagner un utilisateur dans l'usage d'une plateforme mutualisée, c'est pas la même chose, mais dans les deux cas, ça nécessite en fait un projet. Et en particulier pour l'usage d'une instance mutualisée, maintenant nous on a quasiment un concept de projet d'usage pour lequel, en particulier pour VAS, on a structuré une forme d'accompagnement. Et je pense que pour les ESN aussi, ça fait des typologies de projets différentes avec de la mobilisation de compétences différentes. Évidemment, pour un usage sur une plateforme mutualisée, on va être beaucoup plus sur un accompagnement métier. Ça n'exclut pas un accompagnement technique si jamais les organisations qui ont un usage d'une plateforme mutualisée
souhaitent, par exemple, faire des versements automatisés ou avoir des formes d'intégration de l'accès, si jamais c'est autorisé par le contrat de service de ces plateformes, voilà, de développer de l'intégration du système d'information, mais on est plus vraiment là dans une notion d'intégration. Voilà, donc il y a vraiment un peu toutes les échelles d'accompagnement derrière ces différentes typologies d'usage. Voilà pour ce point, un petit peu ce panorama des usages, avec un focus maintenant autour de VAS et qui va nous permettre de répondre à Christophe. Alors, sur VAS, dans les questions qu'on va essayer de vous traiter là, il y avait la question du cloisonnement entretenant, où vous pouvez parfois être interrogé, semble-t-il, et sans doute avoir rassuré sur, je dirais peut-être plutôt technologiquement parlant, comment ça se passe. Un point sur le RIE, un point sur les coûts, alors sachant que souvent c'est des coûts, les organisations vous demandent des coûts d'une manière globale autour du projet, et que nous on peut vous fournir le coût par rapport à VAS. Et puis un point sur l'usage mutualisé de VAS, c'est-à-dire, enfin on reviendra dessus, je crois que vous avez des questions, et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Et pour rebondir sur la question de Christophe, sur en effet cette répartition entre utilisateurs on-premise, utilisateurs VAS. Alors, c'est vrai que elle n'est pas complète, c'est-à-dire que je ne l'ai pas arrêtée dans un visuel qui vous dirait, là, il y a 89 organisations au sein du club utilisateur. De premier abord, je sais à peu près vers quoi ils se dirigent, c'est-à-dire vers quoi ils se questionnent. Je ne le fais pas parce que c'est encore très mouvant. Par exemple, si je prends une des dernières organisations qui est en train de signer la convention club utilisateur, qui est l'ECPAD, donc l'établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense, pour eux est plutôt d'utiliser Vitam on-premise, mais il y a encore quelques jours, ils s'interrogeaient quand même malgré tout sur VAS. C'est-à-dire que je ne peux pas arrêter leur choix, alors qu'eux-mêmes n'ont pas arrêté leur choix. Donc, je ne construis pas de vision en disant sur les 89 membres du club utilisateur, ça en fait tant qui se dirigent vers VAS, tant qui se dirigent vers Vitam on-premise. On sait évidemment pour ceux qui sont en production, là vous avez ceux qui sont en signataires de la convention VAS, que ce soit des ministères qu'on appelle donc porteurs ou des partenaires, que ce soit des collectivités territoriales ou des opérateurs. En pointillé, la CNCCFP, c'est que la convention n'est pas signée, mais l'accord est fait. Et je pourrais en effet élargir et vous dire que alors l'OFPRA se dirige plutôt vers VAS, l'Université de Lille, c'était la même chose, qui on peut dire la DGAC aussi. Mais finalement, peut-être comme ils dépendent du ministère de la Transition écologique, ça pourrait se transformer en usage par le ministère de la Transition écologique. Vous voyez que là, rien qu'avec ces trois cas-là, je suis déjà sur un peut-être. Donc, je ne peux pas affirmer, je peux pas vous donner la répartition exacte, la proportion exacte entre Vitam, on-premise et VAS. On a évidemment peut-être là, depuis 2 ans, un peu plus de demandes autour de VAS, mais ce n'est pas pour autant qu'elles vont aboutir, parce ils sont parfois en recherche de solutions. Certains là, dans le club utilisateur, restent dans le club utilisateur et ont fait d'autres choix même que Vitam ou VAS, mais souhaitent rester dans le club utilisateur. On les raye pas une fois qu'ils ont fait un autre choix. Donc ça paraît un peu difficile de vous indiquer ça comme ça. Et puis même pour les collectivités, on l'a vu, dès qu'il y a il y a des projets qui sont vraiment très différents et qui peuvent aboutir sur un usage de VAS ou du on-premise. Et puis on peut même imaginer d'autres montages et d'autres types de mutualisation. Donc là, oui, globalement quand même, je dirais sur les dernières arrivées de l'année, je crois que c'est 15 organisations sur l'année 2024. Bon, il y a évidemment plus d'intérêt pour VAS que pour du Vitam on-premise, qui demande une mobilisation de moyens importants et des projets d'ampleur. Mais ça ne veut pas dire que ça va aboutir tout de suite, loin de là, et parfois c'est juste une phase de benchmarking. Je pense que vous êtes un peu sur les mêmes constats. Dans les gros qui pensent donc utiliser Vitam on-premise et donc pas VAS et qui sont club utilisateur, ça je peux par contre l'indiquer, c'est la CNAV, la MSA, le CPAD, donc en plus de ceux qui sont en production. Je pense que c'est les plus gros auxquels je pense.
Puis parfois, vraiment, des organisations ont fait des choix et puis s'interrogent encore maintenant. Donc, sur est-ce que vraiment leur choix est sûr. Donc, voilà. C'est pour ça qu'on ne construit pas de vision très précise de vers quoi ils se dirigent. Alors, je vais être complètement transparente. C'est même une question qu'on a, nous, en interne à Vitam. C'est-à-dire comment on informe nos collègues quand ils ont des contacts avec un utilisateur, enfin un membre du club utilisateur, vers quoi ils se dirigent. Donc, on a même réfléchi à une notion de map monde avec une île qui serait du Vitam on-premise et une île qui serait du VAS et des petits bateaux qui s'avanceraient dans une direction ou dans une autre. Alors qu'en plus, on est en plein Vendée Globe, ça pourrait avoir tout à fait une répercussion dans l'équipe, et qui change de direction selon les courants. Non, mais c'est pas ça. Mais c'est vrai que c'est un peu... Tant que le projet n'est pas abouti chez eux, moi, je ne peux pas construire une vision plus précise que ça. Voilà. J'espère que ça répond quand même à votre question. Au moins, ça vous éclaire un peu sur l'absence de réponse précise. Donc, dans cette partie dédiée à VAS, on a aussi construit un petit peu une vision de quels sont les projets et où ils en sont. Puisque, et là, vous pouvez intervenir déjà, vous, sur certains projets. On en a qui sont, alors, BAS et bac à sable, qui sont en test, en POC sur des projets bien précis, essentiellement de raccordement de flux. De mise en place de flux entre une production, entre un système d'information et VAS. On en a plusieurs qui sont en raccordement RIE, on reviendra sur le sujet, en phase de recette ou en phase de pré-production ou de production, puisque chaque organisation a bien accès à 3 environnements qui sont la recette, la pré-production et la production. Ça prend du temps, on ne sait pas... Ça dépend des organisations, voilà, en fait. Ça peut faire. Il y a des organisations qui vont très rapidement traverser l'ensemble des étapes, notamment celle du RIE et puis recette pré-production. On a vu des choses très très rapides, en 3 mois, passer d'une signature à des premiers versements en prod. Et puis on a des organisations qui prennent plus de temps pour tout un tas de raisons, soit technique et ou métier et de préparation et de s'assurer que tout est prêt, ça peut prendre un an. Voilà, donc c'est très très variable. Et puis effectivement, ça dépend du degré de maturité de l'organisation, de la manière justement de est-ce qu'elle se fait accompagner ou pas. Voilà, on a un peu toutes les typologies. En tout cas, nous, en tant qu'opérateurs de service, on les suit dans chacune des phases. Voilà, et on a évidemment un point d'attention à l'arrivée de l'utilisateur pour bien mettre en place son projet d'usage. Et puis après, on peut être sollicité de différentes manières, je dirais, dans les différentes phases, sachant que nous, on n'est clairement pas intégrateur ou gestionnaire des projets d'usage de nos utilisateurs. On est une aide particulière, supplémentaire, interrogeable, mais si jamais les questions sont trop structurantes, on conseille toujours à nos utilisateurs de se faire accompagner. On n'a absolument pas la surface pour pouvoir proposer un accompagnement plus fort que ça. Donc on est très mobilisé dans la phase de lancement, vraiment pour que les interlocuteurs se connaissent, pour que les choses s'orientent bien, pour mettre en place un suivi. Puis après, on est interrogé de manière beaucoup plus légère, évidemment. Et en production, notre activité en tant qu'opérateur du service, ça va être évidemment tout ce qui est, je dirais, le suivi des incidents et aider nos utilisateurs. Je remarque quand même que on commence à être de plus en plus sollicité sur des aspects, même en production, de questions un petit peu métiers, voilà, et que il faut qu'on reste à notre place, qui est donc de tiers hébergeur, nous, et absolument pas de tiers archiveur. Ouais. Et j'en profite, on fait, parce que ça on l'a peu indiqué, je pense qu'on pourrait le rajouter, on fait une réunion de lancement des projets d'usage de VAS. C'est-à-dire qu'une fois que la signature de la convention est faite, ou au moment de la signature de la convention, les organisations ont parfois besoin de structurer et d'associer tous les acteurs
ou de faire le point avec nous, hein. On voit bien, enfin, vous devez connaître ça aussi, des points plus ou moins stratégiques au projet que vous pouvez suivre. Et donc, nous, on fait des réunions de lancement aussi, où on fait le point sur quels sont les acteurs autour de VAS qui vont être mobilisés, et du côté de l'organisation utilisatrice aussi, et comment ça va se passer pour le support, à quel moment on va leur demander de se mobiliser, qu'est-ce que veut dire entrer dans cette coopération autour de VAS. Oui, Mathieu, alors j'en profite maintenant, je voulais le traiter un petit peu après, mais c'est pas très grave. Ça rejoint une des questions qu'on avait sur cette notion de, en gros, mutualisation. Dans la mutualisation, moi j'appelle ça les poupées russes. Alors, on a en effet des organisations qui viennent qui ont un besoin de SAE et qui, pour elles, veulent construire ou proposer une offre de service elle-même. Alors, sans aller jusqu'à Nantes Métropole qui fait une offre de service pour 26 communes ou une autre agglomération, mais ça peut être un département qui souhaite avoir un tenant séparé pour les archives des communes en dépôt. Ça peut être voilà, une question autour de comment on gère l'archivage intermédiaire et l'archivage définitif. Est-ce qu'on a besoin de deux tenants? Donc c'est pour ça que moi j'appelle les poupées russes, c'est que nous-mêmes on évasse une offre mutualisée et qu'à l'intérieur, il faudrait que l'organisation puisse elle-même avoir son offre mutualisée. Actuellement, c'est une organisation qui a un tenant. On pourrait et on peut y réfléchir à des demandes pour aller à deux tenants, avec des vraies raisons métiers derrière, puisque ça pose des sujets importants en termes de gestion des référentiels, gestion des droits. Ce qu'on ne fera pas, et ça, franchement, je pense qu'on peut le réaffirmer haut et fort, c'est qu'on ne répondra pas à des demandes qui sont on veut un autre tenant pour nous-mêmes pouvoir refacturer, par exemple, quelque chose. Imaginons un département qui dise je vais m'associer avec le département voisin, c'est moi qui gère l'organisation, je prends toute la facture, mais vous me faites une sous-facture de l'utilisation du tenant de mon copain, que ce soit une commune, un département, une préfecture, enfin, je ne sais pas à quoi. On ne pourra pas rentrer, nous, dans ces modalités-là. Donc, soit c'est géré en interne de toute façon, soit pas. Et donc, nous, au niveau contractuel, c'est une organisation qui est en plus membre active de cette coopération. C'est-à-dire que c'est là où, en plus, il y a vraiment une spécificité. C'est que le modèle VAS, c'est de la coopération. Donc, on veut que l'organisation soit acteur de la coopération. Et si vous avez des sous-mutualisations, c'est-à-dire des projets qui sont déjà en mode mutualisé, c'est quelle est la gouvernance et qui va venir vers nous et être acteur de la gouvernance VITAM, enfin VAS, pour le compte de cette organisation qui arrive, elle, en mode mutualisé. Donc là, moi, je réponds sur la partie plutôt gouvernance, voire fonctionnelle. Je suis sûre qu'Emmanuel a d'autres réponses à apporter complémentaires. Non, mais effectivement. Donc la question de Mathieu, hein, c'était sur l'usage de un ou plusieurs tenants dans VAS, pour repartir un peu la source. Et en fait, la réponse qu'on fait, c'est plutôt non. Et en fait, la question, elle est avant tout organisationnelle et métier. Avant effectivement de considérer qu'il y a un besoin de multi-tenants pour une organisation, il faut bien creuser ce point-là, et c'est pas forcément évident. Alors derrière, il y a un constat qui est technique, qui est qu'en fait, un tenant, c'est une ressource coûteuse sur une plateforme mutualisée, parce que en fait, ça engage tout un tas d'éléments dans le suivi, dans l'activité de la plateforme, donc dans sa supervision et son exploitation. Donc on va dire que, et puis il y a une limite en plus. On va dire que un tenant, c'est quand même une part du coût importante de la plateforme. Donc dans un modèle économique tel que VAS, on ne peut pas promettre le tenant comme une ressource gratuite, entre guillemets. Voilà. Donc, on aura quelques exceptions gérées, notamment sans doute dans les conventions porteurs par rapport à des besoins de ministères, parce qu'ils sont sur une convention engageante qui est voilà, sur lequel est structurante, sur lequel on va autoriser éventuellement l'usage de quelques tenants, un, deux ou trois maximum. Et pour les utilisateurs dits partenaires,
le sens de la convention, c'est une organisation, un tenant. Et si jamais il y a besoin de multitenants, alors pour l'instant, c'est pas avéré, donc on n'a pas tellement creusé les choses, mais si jamais il y avait vraiment une nécessité d'aller sur ce modèle-là pour des organisations dites partenaires, dans VAS, puisqu'on a un modèle économique à deux niveaux. Là, on l'intégrera complètement dans le modèle économique et certainement que ça reviendra un peu en termes de coût à l'équivalent d'une nouvelle organisation, puisque finalement, la structure de coût, elle repose vraiment sur le tenant et pas sur l'organisation elle-même, forcément. Je vais illustrer par un exemple encore plus précis pour aller au bout. Là, Emmanuel parlait par exemple pour les ministères porteurs. Les ministères sociaux ont un projet en association avec les ARS, donc les agences régionales de santé, où la question s'est posée de les ARS dans VAS, est-ce que c'est une seule organisation ARS globale avec un seul tenant, plusieurs tenants selon les régions, mais dans ce cas-là, qui s'occupe des référentiels, mais aussi qui porte cette gouvernance et cette présence à la coopération. Et là, finalement, on se dirige plutôt vers un tenant séparé au sein de l'organisation ministères sociaux. Eux-mêmes s'organisent pour la gouvernance de cette organisation entre eux. Et la gouvernance vers VAS sera portée par eux-mêmes vont l'organiser pour la porter vers VAS. Mais vous voyez, l'exemple là, il est très précis, c'est-à-dire que c'est pour les ARS. On aura peut-être un exemple un peu identique avec les DRAC, mais il faut déjà qu'il y ait finalement, dans le modèle même de la coopération, on a besoin d'archivistes qui viennent porter les besoins, les demandes d'évolution, qui viennent faire les tests. Enfin, il y a une notion d'engagement autour de la coopération qu'on doit absolument retrouver. Et plus on multipliera finalement ces poupées russes de mutualisation que j'appelle, plus ça pourra être difficile, d'où nos limites actuelles sur le sujet. Il faut mesurer que pour ces cas-là dont on parle, en fait, c'est un travail de plus d'un an de réflexion organisationnelle entre les organisations pour justement voir quel est le modèle à retenir, à la fois sur les processus, mais également sur donc, les conséquences techniques pour l'usage de l'outil. Et alors oui, on va rebondir en effet, merci Christophe, sur ces questions de tenants, qui rejoint aussi la question de comment peut-on s'assurer du cloisonnement. Alors, en effet, dans les questions de plusieurs tenants, on retrouve ce qui pouvait faire réfléchir les organisations, c'était, donc je l'ai dit par exemple, archivage intermédiaire, archivage définitif, avec des sujets aussi pragmatiques que dans certaines organisations, le budget pour l'archivage intermédiaire dépend d'une direction et le budget pour l'archivage définitif dépend de la direction des archives. Et qui porte quoi? Donc on voit bien que c'est un sujet, mais pour nous, ce n'est pas suffisant quasiment pour porter deux tenants séparés, puisqu'on revient sur la question des référentiels qu'il faut pouvoir avoir et qui seraient différents entre les deux tenants. Enfin, nous, ce n'est vraiment pas le modèle. Pour les données sensibles et non sensibles, alors il faudra aller au-delà de sensibles et non sensibles. À la rigueur, il pourrait y avoir les sujets classifiés ou pas. Mais dans ce cas-là, c'est même au-delà d'un tenant, si on est vraiment sur du classifié. Je veux bien un exemple encore plus précis, Christophe, parce que pour nous, les ségrégations de droits selon les types d'archives peut très bien se gérer dans un même tenant. Et je pense qu'Emmanuel, pour revenir sur la notion de tenant, puisque c'était une question sur comment certifier le cloisonnement et qu'est-ce que la notion de tenant, quoi. Non, effectivement, faire de la ségrégation, enfin, utiliser un nouveau tenant uniquement pour de la ségrégation en termes de droit, ça a un coût important et ça peut pas être la seule raison qui conduit à utiliser un autre tenant. Ça a trop de conséquences organisationnelles et de gestion, mais pas que du point de vue technique, vraiment du point de vue métier également, pour que ce soit l'élément de choix. Évidemment, ça peut être extrêmement important d'avoir une gestion extrêmement rigoureuse de la ségrégation de l'accès à des données suivant leur sensibilité, mais il est tout à fait possible de faire quelque chose de totalement robuste dans le cadre de VAS ou de VITAM sans changer de tenant forcément.
notamment en utilisant des contrats d'accès et des plans de classement ou voilà, des entrées dans des plans de classement qui permettraient d'en contrôler l'accès ou des services producteurs ou un ensemble de choses, en tout cas, qui permettent d'avoir une ségrégation forte de l'accès au travers et un contrôle au travers des contrats d'accès. Je comprends que ça peut être rassurant, l'aspect tenant, parce qu'on ne se pose pas de questions, mais si on regarde les choses que sous cet angle-là, on risque de faire des choix qui ont des impacts fonctionnels trop importants et qui vont en fait poser des problèmes par la suite. Et donc, pour rebondir aussi sur là, les précisions qui sont données, une organisation, on lui interdit, si elle fait du Vitam on-premise, on lui interdit absolument pas d'utiliser cette notion de tenant si elle le souhaite, avec vraiment toutes les alertes qu'on peut avoir en termes de gestion fonctionnelle, hein, des référentiels, des droits des utilisateurs, des contrats d'accès, contrats d'entrée. Ça veut dire qu'il faut tout multiplier par le nombre de tenants qu'on a. Après, si c'est le besoin d'une organisation qui va aller faire, qui va faire du Vitam on-premise et donc installer son Vitam, pourquoi pas. Sachez juste qu'en effet, il y a des réflexions qui ont lieu, que certains ont décidé finalement que le classifié était tellement important de protéger que fallait, de toute façon, c'était une plateforme en elle-même, uniquement pour le classifier, c'est-à-dire qu'on va même au-delà de cette notion-là de tenance et de se dire si on pousse les choses vraiment au bout du bout, c'est quasiment une autre plateforme. Non, c'est pas quasiment, hein. Pour le classifié de défense, la recommandation, c'est de toute façon d'une infrastructure qui est isolée des réseaux et qui est dédiée à ce niveau de classification. Voilà. Et donc après, oui, le tenant, séparer les tenants, si on est un hôpital entre archives administratives et archives médicales, peut-être que ça s'y prête sur du Vitam on-premise, je le redis, avec des utilisateurs qui seraient bien identifiés, avec des droits séparés, et puis cette conscience que les référentiels le travail sur toute la partie fonctionnelle doit être mené en double. Sachez que nous, donc, dans le cadre de VAS, actuellement, c'est toutes les limites qu'on a pu dire, c'est une organisation, un tenant actuellement. On ne s'interdit pas d'y réfléchir, mais potentiellement surcoût, parce que gestion différenciée pour nous aussi, mais aussi surcoût au moins RH pour l'organisation, et on a besoin de le faire en conscience. Donc d'office, ce n'est pas proposé de prime abord, et on ne s'interdit évidemment pas de s'adapter, puisque au programme Vitam, c'est notre leitmotiv, l'adaptation. En tout cas, on réfléchit dans la roadmap produit à introduire un concept de ségrégation fort de type non pas tenant, mais on va dire sous-coffre ou je dirais étagère sécurisée à l'intérieur d'un même tenant pour peut-être proposer une vision voilà, rassurante d'une ségrégation d'accès très forte liée à un concept qui reste à définir, hein, mais à l'intérieur d'un même tenant pour principalement de la pédagogie et montrer que c'est possible. Voilà, donc ça fait partie des éléments qu'on réfléchit parce qu'on sent un petit peu ce besoin et une tendance pour les organisations d'avoir envie d'aller de faire le choix d'une ségrégation forte par le tenant, mais qui a trop de conséquences en termes organisationnels. Alors si on peut proposer une ségrégation forte à l'intérieur d'un même tenant, avec un concept qui reste à définir, je pense que ça simplifiera la réflexion et la prise de décision pour les organisations. Tout en respectant, je dirais, une unité de gestion qui sinon va être doublonnée et qui risque d'être un peu gênante pour le quotidien. Bon, puis juste pour la blague, on appelle ça les coffres rounets chez Vitam. Je ne suis pas sûre que ça reste. Peut-être que plus je vais en parler, plus ça va rester. Mais au moins, vous l'aurez en tête. Je ne pense pas qu'on ait besoin de s'appesantir sur ce qu'est VAS en termes de structuration. Détrompez-moi, posez-nous des questions si vous le souhaitez. On est donc sur une infrastructure qui s'appelle Nubo, qui est un cloud souverain de l'État. Je reviendrai sur la notion de RIE après. On a une équipe d'exploitation, si vous avez des sujets autour d'exploitation, mais ça c'est quelque chose dont on parle régulièrement, donc je ne suis pas sûre. Je voulais revenir et en profiter sur la partie sécurité homologation, et ça va me permettre, je pense, de rebondir sur la question sur la norme. Alors, l'homologation et la sécurité, c'est pris en compte dans Vitam depuis et l'origine et au quotidien. Depuis l'origine, parce que depuis le début, on a tous les jours une analyse du code de l'outil par
un logiciel, enfin un outil extérieur, et que 3, 4 ou 5 fois par an même, on a des audits lancés par un cabinet, enfin, on demande à un cabinet extérieur, ça peut être des audits de code, des tests d'intrusion, des choses comme ça. Et puis, depuis maintenant 2 ou 3 ans, je crois, les 2 versions de Vitam qu'on publie chaque année, sont toutes les 2 homologuées. Une en commission qu'on appelle restreinte, c'est-à-dire le ministère de la Culture avec le programme Vitam, et une commission complète avec tous les ministères utilisateurs, et puis le représentant du club utilisateur. Ces commissions d'homologation donnent lieu à des décisions qui sont communiquées au club utilisateur. Ces décisions, elles portent sur 2 points. D'une part sur le code Vitam et d'autre part sur VAS, puisque depuis qu'on est opérateur du service VAS, il est évident pour nous que le service doit être homologué. Donc cette commission d'homologation, elle a bien 2 décisions en gros. Une décision sur le code qui est homologué certifié homologué pour 18 mois, et le service VAS en tant que service en production qui finalement nous sert d'implémentation de référence, qui est lui homologué en production pour 12 mois. Cette homologation n'est en effet pas celle qui correspond en tout point à la certification ANEF 461 liée à la norme 42013 de l'AFNOR. Pourquoi? Parce que déjà, on est tiers hébergeur et qu'on est en projet de mutualisation d'organisation publique. Donc, on n'a pas ce besoin de certification, puisque sur un projet de mutualisation et de coopération publique-public et de tiers hébergement, toutes les organisations sont responsables de leurs archives. Donc, on ne porte pas la responsabilité sur les archives, puisque ce sont chaque organisation utilisatrice de VAS qui est bien, elle, responsable de ces notions de processus et d'acteurs autour de leur usage de VAS. Voilà, c'est un peu la même chose pour HDS, hébergement des données de santé, c'est bien la responsabilité de chaque acteur du dispositif. Donc, oui, chaque utilisateur du dispositif. Voilà, donc pour les organisations qui, elles, ont besoin d'être certifiées 461 et qui utilisent le code Vitam on-premise, on peut fournir le dossier, on appelle ça nous le dossier d'homologation, mais en gros, c'est le dossier qui correspond à la partie vérification du code pour qu'elles-mêmes puissent construire ensuite leur certification. C'est ce qu'a fait en particulier, par exemple, le CINES, d'une homologation complète NF 461 en se basant sur notre dossier d'homologation de code et puis en fournissant le reste pour correspondre à la 42013 en termes de processus et d'acteurs du SAE en tant que tel. Voilà, nous, Vitam, on s'engage sur la partie logicielle et puis pour VAS sur la partie implémentation en production. Voilà à peu près ce que je pouvais vous dire. Tu veux rajouter ou préciser, parce que je ne suis pas sûre d'avoir été si claire que je voulais. Et s'il y a des questions ou des rebonds, n'hésitez pas. Non, simplement à dire que c'est un élément qu'on communique effectivement aux fonctions SSI des organisations du club utilisateur à leur demande. Ça contient en plus des analyses de code, l'analyse de risque IBIO-CRM et les plans d'action de remédiation qui sont appliqués à la fois au niveau logiciel, mais également pour Vitam accessible en service, ce qui permet, avec l'évaluation des parties prenantes dans le cadre de Vitam accessible en service, d'avoir une note de vulnérabilité globale qui permet d'avoir vraiment un exemple pour les utilisateurs de sécurisation de référence, voilà, un exemple d'une référence pour une implémentation de Vitam, de comment le sécuriser et avec quelles mesures, et alors quel résultat on obtient en termes de score, on va dire, et BioCRM. Pour les organisations qui implémentent Vitam, il y a toujours, pour les organisations publiques, une homologation qui reste à faire de leur implémentation, puisque les parties prenantes et les valeurs métiers qui sont les archives qui sont détenues dans ce SAE dépendent de l'organisation, et c'est ces éléments-là qui vont permettre d'avoir la réalité d'un score final
à une analyse de risque et donc une homologation derrière la prise en compte des risques résiduels. Voilà. Mais ce dossier est quand même extrêmement complet, peut-être un peu trop. Ceci dit, il est utile pour toute organisation qui implémente Vitam de pouvoir le parcourir. Ça donne quand même un très bon premier exemple de chemin et de manière de faire. Ok. Merci Emmanuel. Pas de rebond sur le sujet. Donc je pense que ça répondait à la question, je crois qu'il était de Dimitri. Voilà, n'hésitez pas à nous dire s'il faut préciser encore les choses ou revenir sur certains points. En termes d'usage du service VAS, enfin, là aussi, on va pas s'appesantir, hein. On a l'habitude d'indiquer que, en effet, voilà, l'usage va bon an, mal an. L'archivage des cabinets ministériels joue. On est en attente du premier flux vraiment en production, parce que là, c'est plutôt des tests et des essais sans régularité pour l'instant. Et puis qu'on a des utilisateurs au profil d'usage très varié, avec certains qui doivent vider des serveurs, pendant que d'autres sont plutôt sur du versement, voilà, découpé de manière cohérente, des choses comme ça. On est évidemment très attentif à la notion de performance. Alors, on a des conseils sur les versements et voilà, ils sont pas toujours suivis, mais nous, on est rassurés puisqu'on sait aussi que ça peut passer avec un SIP de 26 000 objets et quasiment 200 gigaoctets est passé. Je dis pas que ça a été simple et que c'est l'idéal, sans doute pas après en termes d'opérations métiers, en particulier sur les audits, par exemple, mais ça peut se faire. Un point focus sur le RIE. Alors, vous verrez, je vous ai partagé des diapositives faites et validées avec l'équipe du RIE, puisque donc le RIE, Réseau interministériel de l'État, est un service, en gros, un service de la DINUM. Et donc, on travaille en étroite collaboration avec eux. Et donc, ce RIE permet aux organisations qui ont accès au RIE d'accéder à des outils, des services, des logiciels, des sites Internet réservés à ces acteurs. Jusqu'à présent, c'était essentiellement, jusqu'à il y a 3 ans, c'était essentiellement des organisations de niveau ministériel ou niveau central qui avaient besoin d'accéder à des outils particuliers liés à Chorus, au méta annuaire des administrations, et donc il y avait peu de collectivités ou amateurs, je dirais, de taille moindre. Mais il n'y a pas d'empêchement de demander le raccordement au RIE. Et donc, on est vraiment en étroite collaboration avec le RIE pour que toutes les organisations qui souhaitent adhérer, enfin entrer dans le service VAS puissent demander ce raccordement au RIE. Ce raccordement, il est possible de l'avoir de 2 manières. Je dirais que les vénards, les plus chanceux, ce sont les organisations qui sont déjà liées à Renater, donc essentiellement des organisations d'enseignement, puisque Renater, d'office, leur ouvre l'accès au RIE. C'est déjà prévu finalement en adhérant à Renater. Donc tout ce qui est établissement opérateur lié à l'enseignement, c'est facilité. Sachez que j'ai eu écho de collectivités qui sont aussi avec Renater pour des outils spécialisés pour les collèges, par exemple. Donc, parfois, c'est aussi, c'est finalement d'autres types d'organisations ont déjà cette connexion RIE par Renater. L'autre moyen de se raccorder au RIE, c'est par l'UGAP. Et donc là, selon les organisations, la contractualisation avec l'UGAP peut être un sujet, un projet un peu long, puisque ça passe par une convention avec l'UGAP, qui après elle-même, l'UGAP, a choisi une société pour faire ce raccordement. Donc la société actuellement s'appelle Linked. Donc on a connaissance, on s'est présenté, on a fait des réunions avec toutes ces équipes-là. Donc on a les noms, mais c'est vrai que pour vos organisations, enfin pour les organisations que vous pouvez suivre, ça peut être des sujets. On a tous, pour ceux qui suivent le programme Vitam et le club utilisateur, vous avez sans doute en tête des projets qui ont eu des difficultés. Il y a des départements pour lesquels c'est très très long, ce raccordement UGAP, parce que tout simplement, ils ont parfois eux-mêmes des processus internes liés à de la contractualisation UGAP qui peut être très longue. Et l'UGAP demande par exemple à ce que ce soit une convention qui soit signée sans montant précis à la convention. Et dans certaines organisations, ce n'est pas possible ça.
d'où des longueurs voilà, qui peuvent être liées donc, aux aspects contractuels et puis parfois aussi aux aspects techniques, puisqu'il est nécessaire de savoir quel est le besoin de raccordement au RIE. J'ai l'habitude de dire, c'est pour les plus anciens peut-être, que c'est comme quand on devait se connecter à la DSL, il fallait savoir un petit peu quel était le débit qu'on voulait et le type de machine et des choses comme ça. Ben là, c'est exactement ça. Il faut vraiment savoir quels vont être les besoins en termes de débit pour ce raccordement RIE et s'équiper de machines. Et on a aussi l'exemple d'une organisation qui, quand Lint est venu, il pensait que tout allait bien se passer, puis finalement, c'était le service interne de la collectivité n'était pas prêt et ça a fait quasiment sauter toute la partie réseau de la collectivité. Donc voilà, c'est un vrai projet à suivre. Voilà, nous, on fait tout pour faciliter ça. On a les contacts, on suit les sujets, on intervient si nécessaire, mais ça peut être une difficulté. Quant à la question du coût, je ne l'ai pas en détail. C'est-à-dire qu'on a une connaissance, mais un petit peu comme n'importe quel acteur de l'UIAP, d'une grille de coûts, mais ça dépend vraiment après des machines qui vont être nécessaires, comment l'équipe réseau de l'organisation est déjà équipée par rapport aux machines qui seraient nécessaires de connecter par rapport à ça. Donc là, c'est au-delà de mes compétences. Voilà, l'équipe RIE est plutôt très réactive et s'engage à chaque fois qu'on les sollicite à tout faire pour faciliter ces raccordements. Et puis on en a vu qui se passait en quelques semaines, quelques semaines et c'était OK. Et d'autres pour lesquels c'est beaucoup plus long, hélas. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions particulières sur le RIE qui reviennent vers vous, vers les organisations que vous suivez ou qui viennent vous voir pour des informations, des demandes d'informations. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que pour un usage de Vitam accessible en service, le RIE, c'est un prérequis. D'ailleurs, pourquoi c'est un prérequis? Parce que vous avez parfois la question aussi. Nous, il nous paraissait, enfin nous et tous les membres du comité directeur autour de VAS, indispensable d'avoir cette surcouche, si on peut le voir comme ça, si on veut le voir comme ça, de protection et que finalement, on n'ait pas une adresse IP qui soit totalement interrogeable sur Internet directement par n'importe qui. Ça paraissait un peu logique quand même d'avoir cette notion d'accès à VAS un peu protégé. Voilà, je ne vois pas de réaction sur le RIE, c'est que ça doit vous convenir au niveau des précisions dont vous pouviez avoir besoin. Un aspect important qui revient, je crois, c'est la partie contractualisation et prix. Enfin, surtout prix, mais moi, je l'englobe la partie contractualisation parce que parler des prix sans parler du modèle contractuel, bon, voilà, c'est un peu réducteur, je trouvais. Sur la partie contractualisation, enfin, on en a déjà parlé un petit peu, le modèle de base, c'est donc la coopération public-public, qui est donc un modèle qui correspond à une, c'est pas une exception, mais une possibilité liée au Code des marchés publics ou de la commande publique, qui est donc de mettre en place entre acteurs publics une coopération qui vise un intérêt général et des objectifs communs, sachant que là, l'intérêt général est évidemment la conservation des archives publiques et que tout ceci a bien été validé dans les différentes instances ministérielles. Cette coopération public-public, on doit donc évidemment n'est pas une équivalence d'activité et d'action, mais bien une réciprocité sur des actions et des niveaux d'engagement communs, sans être totalement semblables, évidemment, puisque les utilisateurs de VAS n'apportent pas la même chose au service VAS que nous, en tant que programme Vitam, on peut apporter au service VAS en tant que tel. On est bien tous responsables de ce service et pas sur une relation client-prestataire. Alors d'ailleurs, j'en profite, si vous sentez que vos clients vont avoir du mal à se mobiliser pour être acteurs du dispositif VAS, je dirais qu'en effet, VAS, dans ce cas-là, n'est sans doute pas vraiment pour eux, puisqu'il faut être prêt à être sollicité, à participer, à être présent, à participer à des campagnes de tests, à participer aux instances où on met tous les utilisateurs en relation pour s'entraider. Voilà, donc ça demande un petit peu de participation et d'engagement, tout ceci. Il y a notamment une communauté dédiée aux utilisateurs partenaires qui est liée à cet aspect de la convention de la contribution des utilisateurs et un bilan annuel de la contribution
enfin de la coopération qui est fait avec chacun des utilisateurs à la fin de l'année. Donc on est quand même, enfin voilà, il faut retenir que c'est un modèle de coopération avec un certain nombre d'exigences liées à la coopération, principalement de la participation en fait à la comitologie, hein, d'un certain nombre de livrables, on va dire, de la part des utilisateurs, sur leur contribution à la conception, sur leur contribution au test. Voilà, essentiellement, on va dire, c'est ces éléments-là qui sont apportés par les utilisateurs. Et j'en profite, Emmanuel parlait du bilan de la coopération, enfin nous on appelle ça le bilan de la coopération, ça correspond au rapport d'usage annuel qui est demandé dans le décret d'octobre 2022 lié à l'application de la loi 3DS qui précise les conditions de la mutualisation entre services publics d'archives au niveau de l'archivage électronique, de l'archivage tout court même peut-être. Donc voilà, c'est vraiment conforme à ce qui était attendu par le CIEF entre autres, quoi. Donc ça, c'est un petit peu quelques mots sur le modèle de coopération. On pourra revenir dessus si vous avez besoin de savoir un peu, puisque je sais qu'on a des questions parfois sur combien de temps cela représente, est-ce que c'est un ETP ou des choses comme ça. Donc vous aurez l'information, par exemple, dans le webinaire Vitam en ligne consacré à VAS du 18 novembre après-midi, où avec Paulina Grigorieva, la chef de service, on a fait on est revenu sur l'année 2024 et le nombre de réunions que ça avait représenté pour se rendre compte un petit peu de la partie gouvernance, comment ça se passait, sachant que évidemment, ce n'est pas la mesure du projet pour un utilisateur qui doit, lui, travailler parfois en solitaire sur ces sujets de préparation fonctionnelle, par exemple. Sur le coût, alors, on va le dire à deux voix, je vais en faire une première version, tu préciseras et vraiment rebondissez, puisque, je le redis, l'idée, c'est que ça réponde quand vous avez des questions. En effet, on n'a pas un modèle économique public. Je dis en effet. Parce qu'on m'a fait remonter qu'il n'y avait pas. La grille de tarifs n'existait pas sur le site internet. Alors, il n'y a pas la grille de tarifs, mais il y a les quelques exemples du tableau, voire même le tableau doit être plus à jour là sur la diapo, parce que c'était des prix d'il y a 1 an et demi, et que les prix évoluent. Et quand je dis il n'y a pas la grille n'est pas publique, alors je pense qu'on a quand même dû écrire les grands principes que je vais vous redonner là. Le principe de cette mutualisation, c'est bien que tout le budget est séparé entre tous les utilisateurs. Le ministère de la Culture ne fait ni bénéfice ni déficit sur ce service. Donc, pour arriver à cela, à cet équilibre, on valide en fin d'année, par exemple 2024, le budget de l'année 2025 et sa répartition entre tous les utilisateurs. Pour cette répartition, il y a une clé de répartition propre selon leur taille, couplée à une répartition entre les autres utilisateurs, c'est-à-dire les collectivités territoriales et les opérateurs, selon leur usage en nombre d'archives. Tous payent le poids binaire. Tous ont un poids binaire à payer, ministère comme utilisateur. Ce poids binaire étant de 460 € le téraoctet conservé. Et on est donc bien sur 2 téraoctets stockés, puisqu'on est bien sur 2 sites de stockage. Donc c'est ce que Nubo nous facture, c'est ce qu'on refacture aux organisations. Sur la partie liée à l'usage et au nombre d'archives, pour donc les collectivités territoriales et les opérateurs, on a donc besoin d'une estimation de leur usage en nombre d'archives qui vont être versées. Cette estimation n'est pas figée dans le temps, c'est-à-dire que si en octobre 2025, une organisation qui nous a dit on va verser 20 000 archives nous dit finalement j'en verse 30 000 ou j'en verse à l'inverse 10 000, il n'y a pas c'est pas un problème, on ne bloque pas l'usage. Le seul impact, c'est qu'en fin d'année, on fera une régularisation sur ce qui a réellement été utilisé, en gros, et il y aura un impact potentiel sur le recalcul de l'année suivante. C'est-à-dire que si une organisation, pour l'année 2025, nous dit « je vais verser 100 000 archives », ce qui donne lieu à un certain prix que finalement, l'utilisation a été de 50 000, donc bien, eh bien, il y a une réévaluation sur l'année suivante. Tout ceci est fait et décidé et validé en comité de direction par les utilisateurs, enfin les ministères porteurs et les représentants des utilisateurs. Ceux qui ne donnent pas une grille de prix précise, donc on vous fournit quelques exemples que vous voyez là, c'est-à-dire qu'on a un prix qu'on appelle un prix, moi je l'appelle le prix plancher, c'est-à-dire un prix qui, en deçà duquel on ne descend pas l'utilisation pour un service. Il est à 10 000 € l'année.
enfin 10 000 euros, et il peut finalement, je l'appelle prix plancher parce que c'est pas un prix d'entrée, ça peut être le prix qu'une organisation paiera plusieurs années de suite, tant qu'elle ne dépasse pas les 20 à 22 000 archives en gestion, pour moins d'un téraoctet évidemment, puisqu'après on retombe sur le prix du téraoctet qui peut s'ajouter. Donc de 20 à 22 000 archives en gestion, l'organisation paiera 10 000 euros si c'est sur plusieurs années, 22 000, enfin si elle ne dépasse pas les 20 à 22 000 archives, ce sera ce prix-là. Et puis, on a aussi défini un usage optimal de VAS, un usage, comment tu l'appelles? Un prix maximal. Alors, un prix maximal au nombre Un prix maximal. Sans le poids. Qui correspond à un usage qui, pour nous, fait une organisation qui, pour nous, occupe pleinement son espace dans VAS, c'est 1 million d'archives. À partir de 1 million d'archives, ce prix-là ne bougera pas, ça sera toujours le même qui sera demandé année après année, seul variera le prix au téraoctet. Donc actuellement, pour ce prix, eh bien, j'allais vous dire un prix, mais je suis en train de me dire qu'il faut que je le regarde, puisque dans mon souvenir, c'est 460 000 archives, mais je sais que ça a baissé. Ah oui, c'est complètement, voilà. Voilà, vous voyez, il y a 2 ans, quand tu commençais à présenter VAS, je crois que c'était autour de 450 000 archives, 450 000 euros, et là, c'est 212 000 euros pour 1 million d'archives. Pour 1 million d'archives et au-delà. Donc, oui, qu'on ait 1 million ou 10 millions d'archives, cette part forfaitaire au nombre d'archives versées reste inchangée. C'est aujourd'hui, le prix maximum, c'est 212 000 euros. Il faut juste savoir que ce prix, il baisse en fonction du nombre d'utilisateurs. Donc, comme le dit Alice, il y a 2 ans, avec le nombre d'utilisateurs qu'il y avait dans VAS, ce prix maximal, il était de 400 000 euros environ. Aujourd'hui, il est de 212 000 euros. Demain, il sera, tant qu'il y a des nouveaux utilisateurs qui rentrent, eh ben, ce prix baisse. Voilà. Et entre les deux, entre 10 000 et 212 000 euros aujourd'hui, donc entre 10 000 euros qui correspond à peu près à 20 000 archives et 212 000 euros qui correspond à 1 million d'archives, eh ben, en fait, il y a un coût qui est linéaire en nombre d'archives versées, ce qui permet d'avoir les exemples de versements intermédiaires, enfin de coûts de gestion intermédiaires pour des organisations qui ont entre 20 000 et 1 million d'archives. Donc là, on a des prix qui s'étagent entre les deux. Voilà. Il faut retenir qu'il y a un prix maximal et qu'au-delà, on paye ce prix maximal. Il y a toute la part du nombre de téras qui reste, elle, variable. C'est la seule variabilité qui reste après pour les utilisateurs. Et la logique, juste pourquoi on s'est basé sur le nombre d'archives, en fait, il y a une logique qui est liée au fait qu'une plateforme, finalement, elle est adaptée chez nous en termes de nombre de machines. Elle est adaptée à traiter un certain nombre d'archives et pas au-delà. À partir voilà, pour un sizing donné, on sait gérer aujourd'hui sur VAS, c'est 50 millions d'archives. Et donc, le coût global de la structure, il est pour une gestion de 50 millions d'archives. Si jamais on doit en gérer plus, on va changer un certain nombre de caractères qui vont faire qu'on va être capable de monter jusqu'au milliard d'archives. Ça, il n'y a pas de problème, mais ça viendra des coûts de l'infrastructure. Donc, il y a une logique quand même rationnelle économique qui est liée au nombre d'archives en gestion. D'où cette variabilité pour les utilisateurs d'avoir un coût qui dépend du nombre d'archives en gestion. Et j'en profite, puisqu'il y avait cette question de comment nous, on explique la notion de archive et d'objet, si tu veux bien, unité archivistique et objet. Globalement, pour simplifier les choses pour les utilisateurs, on va leur demander d'estimer un nombre de fichiers, mais globalement, on part du principe que
Alors, les fichiers sont accompagnés toujours d'une unité d'archives qui décrivent le fichier d'un point de vue archivistique, hein. Donc, voilà. Globalement, on compte qu'en moyenne, une bonne gestion, c'est pas plus de 10% après d'unités d'archives de description de dossiers qui font aussi, enfin, qui rentrent aussi dans le calcul. Mais ça, c'est une question de modélisation, notamment de la part des utilisateurs. Donc, c'est peut-être un point d'attention, ça, pour les accompagnements des métiers des projets d'usage, hein. C'est de veiller à ce que les unités qui décrivent un classement restent entre 1 et 10% maximum des unités d'archives, donc des fichiers qui sont versés. Si on fait des mauvaises modélisations, on peut se retrouver à 100% d'unités de description de dossier, un dossier pour chaque archive versée. Donc là, on a un problème parce qu'on va avoir une inflation importante du nombre d'unités d'archives simplement pour les ségréguer dans des dossiers différents. Et il vaut mieux faire une ségrégation par la métadonnée dans ces conditions que par des unités de classement. Là aussi, hein, c'est toujours parce qu'il y a un vrai rationnel économique, c'est que si jamais on crée des dossiers de classement à tire-larigot, eh ben, en fait, ça a un impact sur la capacité de gestion du système par derrière. Donc voilà, retenir simplement que on demande le nombre de fichiers parce que c'est ce que les gens connaissent, hein, et que on considère que de manière bien gérée, il n'y a pas plus de 10% d'unités de description qui concernent le classement au-delà des fichiers. L'exemple typique du dossier de classement pléthorique, si je peux, il me semble, mais ça va permettre d'enrichir, parce que je pense que il y avait une question et je pense qu'on peut continuer un peu là-dessus. C'est un utilisateur qui vous dirait, par exemple, j'ai des permis de construire et qu'ils viennent de 36 000 communes et je vais faire un plan de classement à 36 000 communes. Ben non. Enfin, non. On dit par non. Département. Et par département, voire par année. Enfin, vous pouvez imaginer, tout peut se multiplier. Après, si jamais on verse 1 million d'archives dans 36 000 dossiers de communes, on reste dans les 10% qui vont bien. Mais autre exemple, peut-être plus parlant, c'est si jamais j'ai un dossier, j'ai un dossier RH par utilisateur, j'ai 1 million d'utilisateurs, mais j'ai un dossier par utilisateur, eh ben, on va avoir 1 million de dossiers utilisateurs dans ces conditions. Et si jamais j'ai qu'une pièce dans chaque dossier, eh ben, j'aurai 1 million de dossiers et 1 million de pièces. Donc ça, c'est pas une bonne modélisation. En tout cas, c'est pas une modélisation qui est économiquement, elle a un impact économique, quoi. Voilà. Et pour repréciser, puisque Frédéric Claverie nous posait une question sur la notion d'objet et archive, alors archive au sens nous plutôt unité archivistique, l'unité archivistique est donc celle qui contient l'information, et à l'intérieur, on peut y avoir un ou plusieurs objets qui sont groupés au sein du groupe d'objets techniques, le GOT chez nous. Une unité d'archive, c'est soit ça rejoint les notions archivistiques, hein, de description level, donc item ou autre nature de niveau de description. Et on va dire le document, il peut être représenté par différents objets, donc différents binaires, qui représentent la même information, hein, c'est les différents usages versions d'une même information. Donc ça, c'est le groupe d'objets techniques. Mais il y a toujours une unité d'archive qui représente, je dirais, les informations de description métier de cette archive, quel que soit l'objet concerné ou l'usage version d'objet concerné. On a bien une seule description archivistique de cette archive. Et notamment, on a une seule règle de gestion qui s'applique à l'ensemble des représentations de l'information. Voilà. Donc, un fichier ou n fichiers représentant la même information a une unité d'archive. Merci Emmanuel. Frédéric, n'hésitez pas à nous dire si c'est OK pour vous, si vous avez d'autres questions qui en découlent. Donc Dimitri, je vous ai répondu sur VAS, qui est donc bien un service dédié aux organisations conservant des archives publiques, puisqu'on est bien sur un modèle de coopération publique-public avec l'intérêt général autour de la conservation des archives publiques. Ce n'est pas un modèle pour les archives privées.
Voilà, autour de VAS, ce qu'on voulait vous préciser. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, on les traitera après. Avant de répondre aux questions qui tournent autour, alors je vais répondre à Mathieu et je vais vous dire après la suite. Donc, ça sera sur les travaux en cours. Et puis, j'ai noté les questions auxquelles on n'a pas répondu, qui là, pour l'instant, tournent autour de la documentation. Mais dit, je referai un point là-dessus. En effet, je ne l'avais pas précisé, mais ça peut être très utile, en effet, pour vous. Participants. La réponse à Mathieu Cause, donc qui concerne un peu VAS, les greffons sont-ils mis à disposition dans VAS et si oui, utilisés? Bon. Aujourd'hui, le niveau de service préservation n'est pas disponible dans VAS, notamment parce qu'on n'a pas traité les aspects front office de la mise en œuvre de la préservation numérique dans Vitam-UI, et que tant qu'on n'aura pas traité cette question de la préservation numérique dans Vitam-UI, on se voit difficilement le mettre à disposition dans VAS. Ça impliquerait, je dirais, obligatoirement un traitement informatisé externe pour déclencher ces opérations-là. Ce n'est pas impossible, hein, ce serait réalisable dès aujourd'hui, mais sans, je dirais, cette capacité à simplement déléguer aux archivistes et aux personnes en charge de la préservation numérique l'usage de ces fonctionnalités. Donc, c'est dépendant de la roadmap Vitam. Donc, aujourd'hui, dans les conditions générales d'utilisation du service VAS, est exclue pour l'instant la préservation numérique. Mais c'est amené à changer au fur et à mesure de notre roadmap, hein. Voilà. Une magnifique transition sur les travaux en cours, sur la partie travaux en cours que je voulais aborder. Ça n'empêche pas les questions, hein, on pourra revenir sur vos questions évidemment. On voulait faire le point après tout ça sur donc, les travaux qu'on lance quand même, parce que vous avez des questions parfois sur des clients qui vous interrogent. Alors, d'abord, un petit point d'actualité plutôt proche qui sont autour des prochaines versions. À mes heures perdues entre Vitam en ligne et le reste, je finalise la publication de la version 8.0, c'est-à-dire que on est sur la validation de ce qu'on appelle la release note, qui met à jour, vous met à disposition les fonctionnalités majeures de cette nouvelle version 8.0 de Vitam qui est en train d'être publiée. Et puis, elle sera accompagnée, cette nouvelle version, ensuite des mises à jour des anciennes versions autour des 7.1 et 7.0. Et puis, pour la dernière fois, la version 6.4 de Vitam. Et c'est accompagné également de la publication donc, de pastis en mode standalone, c'est-à-dire l'exécutable que vous pouvez avoir sur vos postes, même sans avoir Vitam. Alors, précision aussi sur la roadmap de publication des versions de Vitam. Donc, bonne nouvelle pour la V8. Elle sera normalement passée à la commission d'homologation le 18 décembre, ce qui veut dire que depuis plusieurs années, on voit que on a un écart important entre la date de publication officielle de la version et la date d'homologation, parce qu'il y a des travaux, ça nécessite quand même un gros travail de revue et de pédagogie et de passage en commission, hein, une commission d'homologation. Mais voilà, aujourd'hui, on s'est un peu organisé, un peu mieux organisé pour je dirais, voilà, anticiper un certain nombre de travaux, ce qui fait qu'on va pouvoir, et on essaiera de faire ça chaque fois, hein. Bon, je ne dis pas qu'on y arrivera forcément systématiquement, mais en tout cas, on est sur cette trajectoire de tenir des délais d'homologation rapprochés avec la date de publication, ce qui va vous permettre, je dirais, ce qui donne vraiment, normalement, le top départ d'un usage d'une version de Vitam, c'est qu'elle est publiée et homologuée. En tout cas, c'est là où on a la garantie qu'il n'y avait pas de, voilà, qu'il n'y avait pas de problème dans Vitam. Alors, il n'y a jamais une version de Vitam n'a pas été homologuée, donc on peut avoir confiance quand même. Mais voilà, si on veut le papier qui garantisse le fait que c'est homologué, le 18 décembre, normalement, on aura fait la commission. Après, le passage en signature peut prendre un mois. Mais disons que on a déjà la tendance de la validation ou non de ça et on peut communiquer dessus.
Voilà pour ça. Et on a fait un webinaire Vitam en ligne sur les toutes nouvelles fonctionnalités et de la V8.0 et de la V7.1 d'ailleurs, qui a eu lieu la semaine dernière, que vous pouvez déjà retrouver en ligne si besoin. Là, on n'a pas spécialement prévu d'en parler. Et j'en profite aussi, puisque dans les grandes nouveautés, et pour certains, vous avez des profils un peu plus techniques, c'est la notion peut-être de conteneurisation, dockerisation. Il y a une séance la semaine prochaine, jeudi 12, alors je crois que c'est le matin, autour de ce sujet de conteneurisation qui est vraiment dédié uniquement à ça. Donc, n'hésitez pas à y participer. L'équipe sera là pour vous répondre. On en profite aussi pour vous donner quelques informations sur les projets qu'on appelle plutôt en incubation chez nous. Je commence par le dernier, puis après je te laisse la parole sur les autres. Un en particulier, dont vous allez peut-être entendre parler si vous êtes en contact en particulier avec certains ministères, soit du côté métier RH, soit du côté archives ou informatique. C'est un projet autour de l'archivage des dossiers individuels des agents, les DIA, c'est-à-dire les dossiers RH de l'État, en lien avec le CISIR, qui est donc cet opérateur qui ressemble finalement beaucoup à Vitam, mais autour d'outils RH, utilisés dans la quasi-totalité des ministères sur une forme ou une autre, puisque là aussi c'est très modulable, l'usage des outils du CISIR, et qui entraîne toute une réflexion avec le SIAF autour de qu'est-ce qu'un dossier individuel de l'agent et comment l'archiver. On en parle puisqu'évidemment l'impact va être autour plutôt des aspects ministères, voire même autres, puisque les outils du CISIR peuvent être utilisés, Conseil d'État, Conseil constitutionnel, des choses comme ça. Mais on voit bien aussi que toute cette réflexion autour des dossiers individuels des agents se répercute aussi au niveau local, même si c'est là, pas avec des outils État. Mais toutes ces réflexions-là ont un impact puisque c'est associé à des enjeux autour de la DUA ou de la DUC et pour faciliter l'archivage, qu'est-ce qu'il faudrait, quel est le plus facile à prendre en compte. Donc voilà, potentiellement il y aura des impacts aussi ou des modèles qui pourraient être pris à d'autres niveaux qu'au niveau État. Sur les autres sujets, je laisse Emmanuel en parler. Alors, je vais faire court parce que je ne sais pas trop. Enfin, voilà. Quel est le point d'intérêt pour les ESN sur ces deux sujets-là? En fait, donc, on a un projet d'adjoindre, de construire un service d'offre froide mutualisé pour l'ensemble des instances publiques Vitam qui voudraient l'utiliser. Voilà, donc là, c'est un projet vraiment d'offre de service, stockage sur offre froide sur lequel on avance avec l'INA. Je dirais que là, on est complètement dans le secteur public, un terme très fort et très lié voilà, à des choses qu'on mettra en œuvre nous-mêmes, je pense. Par contre, ce qu'on peut signaler, c'est que ça va permettre un usage élargi, on espère, du composant de stockage sur offre froide de Vitam, et que évidemment cet usage-là générera sans doute des retours d'expérience qui nous permettront de améliorer ou trouver des points d'amélioration à ce composant de stockage offre froide. Et pour les utilisateurs qui voudraient le mettre en œuvre, c'est une bonne nouvelle, sachant que je ne sais pas à quel point les implémentations ou les utilisateurs vous interrogent sur le stockage sur bande magnétique, mais la mise en place d'un composant de ce type, il n'a pas de complexité, il n'a pas forcément une complexité très très forte du point de vue Vitam, mais il demande quand même à faire interagir une robotique de bande avec l'outil Vitam, et donc en termes d'exploitation, il a aussi quand même un certain nombre je dirais, de points d'attention ou de choses à mettre en œuvre et à surveiller. Et ça, pour ceux qui seraient amenés à travailler sur des projets d'implémentation de Vitam avec de l'offre froide, c'est certainement quelque chose à regarder de plus près. Et une bonne nouvelle, donc, qui est que si jamais ça va au bout, on a un usage qui va se confirmer et nous permettre de faire des améliorations. Sur l'archivage courant, aussi simplement signaler que Vitam est évalué aujourd'hui au ministère de la Culture pour un usage en
plutôt en archivage courant et en élément d'infrastructure du système d'information. Donc là, je le signale à la fois parce que Vitam, il s'est construit dès le début en se positionnant sur une réponse aux trois âges des archives électroniques, hein, ou des archives tout court, donc définitif, intermédiaire et courant. Mais on a commencé par l'archivage définitif, en fait, en termes de mutualisation et d'utilisateurs. On voit qu'avec Vitam Accessible en service, on a ouvert sur l'archivage clairement intermédiaire, et que là, finalement, alors même si chez les utilisateurs, et notamment je pense au CEA, il y a déjà, je pense, cette notion d'archivage intégrée dans le système d'information et au plus proche, en gros, de la donnée courante, et donc de l'archivage courant. Au sein de l'État, ce n'était pas le cas. Et le ministère de la Culture, avec un POC et une évaluation active, voilà, réfléchit à, je dirais, bénéficier de tout l'investissement qu'il met sur la solution pour l'utiliser vraiment comme un élément d'infrastructure de son système d'information, en pensant l'archivage électronique au plus tôt, mais aussi en comptant à des bénéfices secondaires sur, je dirais, la bonne gestion de son système d'information. Donc, c'est une autre manière de valoriser la mise en œuvre d'un système d'archivage électronique en utilisant, je dirais, enfin, les capacités de Vitam qui sont aussi orientées sur l'intégration de l'accès et une réflexion sur une bonne gestion, je dirais, des espaces de stockage et du délestage des données, des systèmes de production, qui devient un problème hein, dans toutes les organisations au bout d'un moment, mais d'avoir une gestion du cycle de vie de l'information qui est vraiment pensée complètement au niveau des services du numérique. Et là, il y a quand même un vrai axe fort et une vraie tendance pour rationaliser aussi l'investissement économique que représente la mise en œuvre d'un SAE Vitam pour des SAE complexes. Donc voilà, c'est une autre manière de parler du SAE en faisant valoir des bénéfices différents au niveau des services du numérique, notamment, pas uniquement des services d'archives, avec une intégration dans le système d'information. Voilà. Et je pense que c'est quand même des cas d'usage qui sont amenés à se développer, étant donné l'investissement économique que représente la mise en œuvre à grande échelle, on va dire, d'un Vitam. L'impact que moi je voyais de vous en parler là, parce que tu demandais un petit peu ça pour les ESN, c'est que pour l'usage des DAM, c'est évidemment que l'usage de Vitam comme un DAM, ça veut dire aussi que ça rejoint les travaux. Enfin, tu l'as un peu dit, ce qu'on appelait nous le module de collecte, c'est de faire une sorte de salle de tri virtuelle qui est une des grandes fonctionnalités des DAM, c'est de la gestion quand même de masse de données avec des opérations plutôt dessus, enfin, sur ces données en masse. Voilà, donc je pense que voilà, on y travaille évidemment, mais si vous avez vous des retours ou des choses comme ça, on est toujours preneur. Et puis sur l'offre froide mutualisée, c'est que le projet en lui-même, on sait avec qui il est construit, il répondait à des besoins Archives nationales, MIVAS, ministère de la Justice en particulier, mais que on se dit aussi que cette offre froide mutualisée, au même titre que VAST finalement, peut-être que d'autres organisations parmi vos clients, à un moment, les organisations publiques se diraient, ah mais nous on aurait bien besoin d'ajouter à nos offres de stockage qu'on peut gérer une offre froide. Et dans ce cas-là, sur le même modèle, cette offre froide mutualisée pourra aussi être ouverte à d'autres organisations. Alors là, j'essaie de trouver un exemple. Si l'INPI, par exemple, peut être un exemple, puisque on est plutôt sur une offre de stockage dans ce cas-là supplémentaire pour de la donnée, de la donnée qu'il faut surprotéger, contrairement à d'autres exemples où c'était de la donnée qui a été à terme détruite. Mais voilà un petit peu pourquoi on souhaitait vous en parler. Avant de répondre à vos questions, 2 diapos, une sur ce qu'on appelle nous notre feuille de route qu'on avait faite pour 2020-2024, qu'on a refaite pour 2024-2028, à base de chantiers transversaux qui correspondent justement à ces questions autour de club utilisateur, par exemple, ou d'usage d'un service VAS, et puis des choses en mode offre de service, disons, et puis des choses beaucoup plus liées à la partie logicielle, sur lesquelles on a évidemment tous envie de travailler, s'interroger, avancer, ce qu'on fera
selon les forces en présence, que ce soit les forces humaines ou financières évidemment, et dont on peut vous parler régulièrement et dont vous avez parfois bien en tête, hein, mais qu'on préférait redire, c'est-à-dire qu'on a des interrogations sur Vitam en mode portail d'accès grand public. Alors, on n'y est pas, mais comment on peut se diriger vers ça? Vitam et l'usage de l'IA, voilà. Vitam et l'émulation en termes de préservation. Donc, vous retrouvez là des grands sujets sur lesquels voilà, on prend de l'information, on se tient informé, on lance parfois des travaux, des POC, parfois avec des utilisateurs d'ailleurs. Voilà, donc vous avez quelques lignes directrices pour nous sur les prochaines années. Évidemment, en plus de tout ce qui est maintenance et évolution beaucoup plus régulières, sont voilà, des objectifs à long terme. Voilà. Repositionner toujours le programme dans une roadmap et une vision stratégique, hein. En fait, il y a bien des éléments de roadmap qui concernent le produit. Il y a aussi des éléments de roadmap qui concernent l'organisation de programme Vitam, son positionnement. Donc, on a dit tout à l'heure, et en entrée, hein, que le programme Vitam, ce n'était pas un projet informatique, c'est un programme plus large qui a pour objectif de en fait permettre le développement de l'archivage électronique public et même au-delà. C'est vraiment le sens d'une mission du programme qu'on veut renforcer dans le temps. Donc, de manière très pragmatique, on veut réussir la transformation de la précédente roadmap stratégique, par exemple, sur la simplification de la collecte, sur lequel on a déjà bien avancé, et sur lequel on veut transformer l'essai. Va s'ouvrir sur les notions de produit, le débroussaillage d'un certain nombre, je dirais, d'autres modes de réutilisation du produit. Donc, on peut parler de l'archivage courant, de l'intégration de notions de diffusion qui sont importants. La préservation numérique va faire évidemment partie des éléments produits sur lesquels on veut avoir, je dirais, progressé dans les 4 prochaines années et avoir marqué l'essai. Et il y a également donc des éléments qui concernent plus l'organisation programme Vitam, avec renforcer l'aspect évaluation, innovation autour de la partie intelligence artificielle qu'il faudra bien interroger pour l'archivage électronique, mais aussi continuer le développement du club utilisateur et de la relation avec les partenaires. En le professionnalisant autant que possible, développer des offres de services innovantes et puis, je dirais, renforcer la partie des chantiers métiers. L'archivage électronique, on n'a pas vu la fin, c'est vivant et ça ne va pas cesser de se transformer. Donc, il faut qu'on accompagne le mouvement encore au bon niveau pendant longtemps. Et on est juste, je serais très, très intéressé d'avoir, du point de vue ESN, ce qui serait un peu votre vision des enjeux stratégiques voilà, que vous voyez autour du produit ou du programme Vitam même. Vision pourrait être enrichissante. Voilà. Oui, tout à fait. Donc, ça va permettre d'ouvrir vers les questions-réponses juste avant. Et puis, parce que voilà, pour vous donner nos principales perspectives, c'est en mars 2025, les 10 ans du programme Vitam, avec une équipe là, actuellement entre 25 et 30 personnes que vous voyez là. Je le dis parce que alors, vous n'êtes pas tous membres du club utilisateur, mais quand vous l'êtes, vous avez derrière vos écrans, derrière, quand vous nous sollicitez, voilà, toutes ces personnes, que ce soit des développeurs, des DevOps, des recetteurs, des UX designers, des product owners, donc plutôt profil archiviste fonctionnel, qui vous répondent. Et on va essayer de préparer voilà, un petit événement autour des 10 ans du programme Vitam en mars 2025. Et j'en profite aussi pour indiquer qu'on sera présent au Forum des archivistes à Rennes fin mars 2025 avec un stand, ce qui va permettre, on l'espère, aux organisations qui s'interrogent sur ce qu'est Vitam, qui veulent essayer peut-être même de manipuler ou d'avoir une démonstration en direct en quelques minutes, de nous rencontrer. Donc, si vous avez des clients qui vous interrogent là-dessus, n'hésitez pas à leur dire qu'on sera présent. Vraiment, je vous réinvite à utiliser la notion de conversation et de questions-réponses et je vais essayer de remonter sur les questions que j'ai pu noter. Donc, Mehdi, si je ne me trompe pas, si je remonte, dites-moi aussi si je n'ai pas répondu à tout. Je crois que oui, mais
Alors, certains clients nous demandent d'être accompagnés sur le paramétrage des référentiels Vitam. Nous avons le jeu de données Vitam avec les exemples de référentiels, mais existe-t-il des modes opératoires pour les créer? Je reviendrai dessus. Et l'autre question que je voulais traiter en même temps, pour l'instant, c'est d'une manière générale, on nous demande souvent d'expliciter les messages contenus dans les rapports, qu'ils soient OK au cas où on a parfois du mal à apporter une réponse satisfaisante au client. Alors, je vais vous partager mon écran. C'est pénible avec cette petite barre qui se balade là. Je voudrais bouger. Voilà. Et pour cela, je vais aller dans la documentation Vitam. Alors, cette documentation Vitam, je devrais la prendre dès le début. Vous y avez tous accès. Quand vous êtes sur la page du programme Vitam, toute la documentation est là. Et là, si je parle justement de la documentation des référentiels, donc on a toute la documentation métier qui renvoie vers des pages HTML et vous allez retrouver la même page qui recense maintenant toutes les documentations en format HTML. Donc sur les référentiels, si on prend les référentiels par exemple service producteur, et bien là vous avez toute la documentation service producteur, avec en particulier, j'espère que ça répondra à ta demande Mehdi, les conseils de mise en œuvre. Est-ce que c'est de ça dont tu as besoin? C'est-à-dire qu'on a bien historiquement toute une doc fonctionnelle et Vitam, pléthorique, qui recoupe la documentation écran. C'est-à-dire que là, je vois bien maintenant que les utilisateurs s'arrêtent beaucoup à la documentation qu'on appelle la documentation de Vitam UI, du front office des écrans, faite à base de capture d'écran, et qui dit en gros que tel bouton sert à telle chose. Mais il n'empêche qu'il faut revenir, je dirais, aux fondamentaux de ce qu'est un service producteur vu dans l'outil Vitam, à quoi il sert et comment on le met en œuvre, et les mécanismes mis en œuvre dans la solution logicielle Vitam. Voilà, donc je regarderai après si ça répond à ta question. On peut aussi, si je reviens sur l'origine le sommaire de toute cette documentation, revenir, enfin, on a les éliminations, le gel d'archives, si on revient sur les autres référentiels, puisque tu mettais référentiel au pluriel, il y a, je suis passée à côté. Les règles de gestion, oui, je peux utiliser voilà, les règles de gestion qui sont là, ce document-là. Et en effet, comme le fait justement rappeler à Emmanuel, là, si l'idée d'avoir toute la doc au même endroit, c'était de taper par un producteur et d'avoir toutes les documentations, tous les documents sur lesquels le mot producteur ressort. Et puis, sur les messages d'erreur, alors, moi, j'ai appris à utiliser je pense que c'est donc celui-ci, la description des workflows et des opérations qui permettent d'avoir tous les messages d'erreur qui ressortent de vos outils, enfin des procédures que vous lancez. Et donc là, j'ai évidemment pas de message d'erreur en tête. T'en as un qui pourrait s'appeler comment, Emmanuel? KO ou même warning, si je mets warning, voilà, normalement. Tu vas trouver ça partout. Là. Non, enfin oui, d'accord. Eh bien, si je vais reprendre description des workflows et des opérations, le statut OK, le traitement s'est déroulé, warning, le strike. Voilà. Donc c'est bien dans cette documentation-là. De toute façon, Marion Ville oriente beaucoup là-dessus, où vous avez tout par type de workflow. Donc vous voyez l'ingest, la mise à jour unitaire, l'export d'un DIP, l'élimination. Tout ce qui est attendu, tout ce qui se passe dans l'outil logiciel, et puis les statuts. Donc là, par exemple, traitement additionnel dans la tâche Check Data Object Package, eh bien, le statut OK, le statut KO, le statut fatal. Et ce qui fait que quand vous avez dans un écran ça sera cette partie-là qui sera écrite. Vous avez qu'à le taper dans la petite fenêtre de recherche que je vous ai montré tout à l'heure, et vous aurez le lien vers l'information de à quel workflow et à quoi ça correspond. Voilà, moi je pense que c'est très utile. Alors on sait qu'on va améliorer des choses sur les remontées d'erreurs, mais voilà ce niveau d'information sur ça, Mehdi. N'hésite pas à me préciser si ça répond à ta question. Alors, j'ai vu qu'il y en avait d'autres d'arrivées. Ceci dit, sur le fond, on sait que c'est un problème complexe de disposer d'un maximum d'informations sur les erreurs pour les traitements de l'entrée parce qu'il y a énormément de contrôles et que c'est souvent insatisfaisant et qu'il y a des progrès à réaliser.
Donc on en a conscience. Le problème, c'est en fait que pour parvenir maintenant à une amélioration significative des messages d'erreur, on a besoin même de changer l'architecture de certains traitements pour leur permettre en fait, d'accumuler de l'information et d'être précis sur les erreurs. Donc, c'est un chantier qu'on a vraiment en visibilité, sur lequel on travaille doucement, mais on va s'appuyer notamment sur le module de collecte pour proposer des améliorations décisives qui, à terme, bénéficieront au process d'entrée, vraiment d'avoir des améliorations décisives sur la manière de gérer les retours d'erreurs et d'être en capacité pour les utilisateurs d'y répondre le plus directement. Voilà, on a décidé qu'on prendrait le taureau par les cornes, ça va prendre un peu de temps, mais on n'arrivera pas à faire de réponse satisfaisante sur le traitement des erreurs si jamais on ne fait pas ces travaux. Donc voilà, ça va prendre du temps, mais on va améliorer les choses. Ok, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Pourquoi je ne les vois pas toutes? Questions sans réponse. Donc non, ça on y a répondu. Mais dit aussi, il n'y avait rien de plus sur les questions-réponses. Je peux en voir une tout à l'heure. Bon, j'y arrive. Et là, ok, rien dans la conversation. Enfin, j'en ai profité. Si on a pu avoir des contacts avec des structures, ce que je mettais donc pour. Pardon, ça va trop vite. J'ai du mal à maîtriser mon pad. À Vincent Bellingueri, on a eu des contacts avec certains GIP, mais enfin voilà, comme je le disais, parfois il y a quand même des facilités entre acteurs du privé à se parler, et là parler à un acteur du public tel que Vitam et savoir comment on pourrait s'appuyer, enfin qu'un acteur se dise comment on peut s'appuyer dessus pour avancer et qu'est-ce que voilà. Et puis la notion pour les GIP, si je me trompe pas, hein, c'est bien une notion qui rejoint l'hébergement des données de santé, le fait que c'est pas Vitam qui porte cet hébergement des données de santé, c'est sur Vitam on-premise, c'est évidemment lié à l'infrastructure utilisée, et sur VAS, c'est lié à la responsabilité de chaque organisation utilisatrice. Ben, c'est pas aussi simple que quelqu'un qui veut construire un outil directement HDS, qui l'affirme haut et fort avec une certification. Donc voilà, ça s'explique, je pense, comme ça, et ça viendra peut-être. Hein. En effet, tout ce qui est le domaine hospitalier pourrait un jour peut-être plus être vers nous, mais ça demande, enfin, tout ce qu'on a décrit autour de l'implication dans notre manière de fonctionner fait que parfois c'est plus rassurant pour des services de se tourner vers des relations contractuelles très posées. Alors, Frédéric demande de précision après coup. Parle-t-on du nombre d'archives versées sur une année ou stockées dans ce sont un coût possiblement croissant au fil des années? Oui, on parle bien des archives stockées. Donc oui, un coût croissant au fil des années. Alors un coût croissant qui sera minimisé par le nombre d'entrées de chaque utilisateur. C'est-à-dire que si chaque utilisateur croît de la même manière, bah, finalement, ça s'équilibre. Mais oui, c'est bien les archives stockées, ce n'est pas les archives versées. C'est bien ça. Avec une moyenne, puisqu'on sait aussi qu'à partir du moment où il y aura des éliminations d'archives, ça peut jouer. Donc c'est aussi une moyenne d'usage dans l'année qui sera estimée. Voilà. En tout cas, il y a une garantie quasi actuellement. Ce n'est pas une garantie du modèle parce que si jamais il y a des gens qui quittent le service, bah, ça pourrait faire réaugmenter le prix maximum. Mais ce qui se vérifie d'année en année, c'est que les prix diminuent pour nos utilisateurs. Et c'est logique parce que quel que soit le modèle économique, en fait, plus il y a de gens qui rentrent, plus le prix baisse. Donc voilà. Ce qu'on n'a pas dit là-dessus, ce que je voulais préciser tout à l'heure, je me disais, le budget actuel de VAS, parce qu'on est là-dessus complètement transparent, c'est 1 430 000 € pour une plateforme, donc Emmanuel le disait, à 50 millions d'archives. Peut-être qu'à un moment, ce prix évoluera pas tant sur, comme tu disais tout à l'heure, la scalabilité de la plateforme, où on aura besoin de passer à plus, mais aussi parce qu'on voudra peut-être rajouter des services et que les utilisateurs se diront que vu les prix qui baissent, bah, on peut aussi augmenter ou travailler, accélérer certaines évolutions. Ce prix comprend du temps du UX design, du temps de développement, et puis tous les travaux faits autour de l'exploitation, l'homologation, la sécurité, l'antivirus. Voilà. Les coûts d'infrastructure aussi, mais qui ne sont pas majoritaires là-dedans.
c'est le coût de fonctionnement de l'ensemble du service avec sa partie amélioration continue, évolution, prise en compte de roadmap, tout ça. Donc c'est vraiment le prix global. Il est inchangé ce budget depuis 4 ans. Voilà. En fait, donc il est en baisse en euros constants, hein, parce qu'en 4 ans, l'inflation a beaucoup évolué. Donc on peut considérer que malgré tout, pour nous, c'est un budget qui est en fait en baisse. Alors, donc peut-être qu'il sera réévalué un jour. C'est pas la bonne année pour la réévaluation budgétaire, je vous avoue, dans la fonction publique. Mais nous, on est toujours vigilants à signaler que pour l'ensemble de l'activité du programme, ça va avec un certain coût, évidemment. Mais je crois qu'aujourd'hui, on peut dire que quand même les coûts sont vraiment maîtrisés, puisque on n'a jamais eu de dérapage budgétaire et on n'a jamais demandé d'augmentation. Et les prix ont systématiquement baissé pour les utilisateurs. Donc, on va dire contrat rempli, on va peut-être penser à compenser l'inflation à un moment donné si on veut rester au même niveau d'activité. Et j'en profite sur VAS. Pour les ministères qui sont actuellement, donc depuis le début, vous avez sans doute suivi les premiers ministères à l'origine de VAS, c'est Transition écologique et ministère de la Culture dans sa partie administration centrale. Très vite, les ministères sociaux. Depuis, on a le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Il y a même un F, je crois, ils ont rajouté une lettre, mais bon, au nom du ministère. Le ministère de la Justice, donc sur un projet qui s'appuie sur VAS. Le ministère de l'Éducation nationale. Et puis, on a eu la très bonne information, la très bonne nouvelle que le ministère des Finances étudier un rapprochement avec VAS depuis sa plateforme existante qui a besoin d'être modernisée, revue à l'heure actuelle. Voilà. Et sur les autres ministères restants, il y a une réflexion lancée au ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur étant un très gros ministère, faut savoir comment embarquer un tel projet, comment lancer un tel projet. Et puis, je dirais que les autres qui restent, ce sont des ministères finalement plus petits et là qui réfléchissent aussi à l'usage, puisque si on prend l'exemple des services du Premier ministre ou même de l'Élysée, ce sont des ministères qui vont très vite en archivage définitif aux archives nationales, donc cerner et définir le besoin d'archivage intermédiaire qui passerait dans une plateforme telle que VAS. Puisque donc pour les ministères, c'est bien sûr de l'archivage intermédiaire essentiellement que le besoin se porte, alors que pour les autres utilisateurs, collectivités, voire même opérateurs, ça peut être sur de l'archivage définitif. VAS est bien ouvert pour l'archivage public, quel que soit l'âge. Voilà pour nous. Je n'ai pas vu d'autres questions arriver. On est à votre disposition. On a encore un peu de temps. Voilà, on ne va pas rester pour rester. Et je sais pas, on pourrait chanter. Non, je ne chante pas très bien avec Emmanuel. On pourrait continuer nous très longtemps à parler de Vitam, mais comme l'idée était vraiment de répondre à vos questions-réponses, je vais peut-être me dire que s'il y en a plus, c'est qu'on a fait le tour. Enfin, dites-nous. On est là vraiment pour ça. Je peux même essayer de voir. Je suis pas sûre de pouvoir rouvrir pour tout le monde vos micros, si jamais ça facilitait la chose. Dans ce cas-là, je le fais. Comme ça, vous levez la main. Autorisez le micro pour les participants, la caméra pour les participants. Attention, j'ouvre tout. On va voir si ça fonctionne avec vous. Vous avez la possibilité de lever la main, de parler si vous le souhaitez. Est-ce qu'il vous reste des questions, des sujets? Moi, je vais en profiter. J'ai vu la question, Eric. Je vais en profiter. Fut un temps, je suis très ancienne. Vitam arrivait à organiser des ateliers pendant lesquels on faisait des points. Alors d'ailleurs, je ne sais pas, j'étais pas là avant 2019 sur comment ça se passait vraiment, mais sans doute des ateliers ou plus fonctionnels ou plus techniques. Est-ce que c'est des sujets, des choses que vous aimeriez revoir mis en œuvre? Est-ce que voilà, je ne sais pas. Vous pouvez tous être membres du club utilisateur si vous ne l'êtes pas. Je ne suis pas revenue dessus, mais toutes les ESN sont les bienvenues au sein du club utilisateur. Sachez aussi, et ça je voulais le préciser à tous, que j'ai pu répondre à des besoins d'une ESN dernièrement qui avait besoin de remettre à niveau
tous les collaborateurs qui peuvent intervenir sur différents types de projets. Et ils se rendaient compte qu'il y avait 1 ou 2 personnes spécialisées un peu plus sur Vitam ou VAS, mais pas tout le monde. Et donc, on a fait une séance de 3 heures où moi, je suis revenue en détail sur ce qu'était VAS, Vitam, les objets métiers, comment ça se passait, où trouver l'information, voilà. Ça va peut-être aboutir à une vraie demande de formation officielle avec programme pédagogique et je dirais financement d'intervenants. Mais moi, je peux fournir un premier niveau. Et je tenais à le préciser à toutes, parce que si je l'ai fait pour une, il n'y a pas de raison que je le fasse pour d'autres. C'est selon évidemment le temps dont je dispose. Mais si vous avez une équipe où vous vous dites qu'il y a l'information qui se perd entre consultants ou des choses comme ça, et que vous souhaitez faire une séance commune, il ne faut pas hésiter. C'est bien cet écosystème vital pour 10 ans encore, au moins pour 10 ans. On ne fera que se renforcer. Peut-être que l'année 2025 sera une année où on aura encore des renforts forts. Ah oui, Eric, pardon. Qu'en est-il du ministère de la Recherche? Alors, le ministère de la Recherche est regroupé sous le ministère de l'Enseignement au niveau de la mission archive. Donc, quand je dis ministère de l'Enseignement, c'est jeunesse, sport, recherche et tout ça. La mission archive, disons. Comme ça passe par en gros, des conventions signées par les missions archives des ministères. C'est comme ça que c'est les ministères sociaux, parce que la mission archive, c'est tous les ministères sociaux, travail, santé. Ça peut être justement Jeux Olympiques à un moment. Enfin voilà. Donc, c'est vraiment, oui, c'est vrai que quand on parle de qui regroupe, c'est les missions archives, donc la recherche est regroupée au sein de cette mission. Un atelier sur RECIP, Gilbert. Alors, il y en a un dans le cadre de Vitam en ligne, jeudi prochain, pendant 2 heures, animé par Marion. Et OK, c'est noté. Alors, c'est vrai que RECIP reste un sujet régulièrement demandé. Peut-être qu'en 2025, on fera un atelier. Je ne pense pas que RECIP nécessite un atelier spécifique ESN. Ça peut être un atelier pour tous. Détrompez-moi peut-être, Gilbert, si ça serait quelque chose de spécifique ESN ou si un atelier global vous conviendrait. Donc oui, Vitam en ligne, jeudi 12 décembre, Marion anime un atelier sur RECIP en particulier. Bon, eh bien écoutez, on va s'arrêter là si on a fait le tour. Merci à toutes et tous. Je pense que vous savez où nous trouver. Je diffuserai cette séance. Merci beaucoup et à bientôt. Bonne fin de journée, à bientôt. Cet après-midi, pour ceux qui le veulent, d'ailleurs, oui, il y a la mutualisation. Au revoir. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée.